Laurent Girard, un homme d'une cinquantaine d'années, se promène dans les rues élégantes de Paris en direction de la place Vendôme. Le soleil de l'après-midi se reflète sur les vitrines des luxueuses boutiques qui entourent la place, créant une lueur presque aveuglante. Laurent, avec ses mains calleuses et ses vêtements tachés d'huile, se détache de l'atmosphère raffinée qui l'entoure. En s'approchant de la bijouterie Cartier, Laurent hésite un instant. Il regarde ses propres vêtements, une chemise à carreaux délavés, un jean usé et des bottes de travail usées. Des taches de graisse et d'huile recouvraient une grande partie du tissu, témoin silencieux d'une dure journée à l'atelier d'usinage. Il passa la main dans ses cheveux gris ébouriffés, essayant d'y mettre un peu d'ordre, mais se contenta d'un haussement d'épaules résigné. Avec un profond soupir, Laurent poussa la lourde porte vitrée et entra dans la bijouterie. Le contraste entre le monde extérieur et l'intérieur de la boutique était saisissant. Le sol en marbre poli reflétait les lumières douces qui éclairaient les vitrines remplies de bijoux éblouissants. L'air est imprégné d'un parfum délicat et coûteux. Dès que Laurent franchit le seuil, tous les regards se tournent vers lui. Le silence qui s'ensuit est presque palpable. Une dame élégante, portant un ensemble Chanel et un sac Hermès, porte la main à sa bouche dans un geste de stupeur à peine dissimulé. Son compagnon, un homme au costume impeccable, fronce les sourcils et lui murmure quelque chose à l'oreille. Les employés de la boutique, impeccables dans leurs uniformes noirs et or, échangent des regards nerveux. Une jeune vendeuse, qui n'a pas plus de 25 ans, laisse échapper un petit rire qu'elle s'empresse de dissimuler en toussant. Son collègue, un homme d'âge mûr aux lunettes à monture fine, la regarde d'un air désapprobateur avant de reporter son attention sur Laurent. « Excusez-moi, monsieur », dit le fonctionnaire en s'approchant prudemment de Laurent, « puis-je vous aider ?» Laurent ouvrit la bouche pour répondre, mais il fut interrompu par un commentaire bruyant de l'un des clients. « Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mendiant s'est introduit chez Cartier », s'exclame un homme costaud, vêtu d'un costume italien sur mesure. Sa voix résonna dans la boutique, provoquant des rires étouffés et des regards moqueurs. Laurent sent son visage brûler, mais il garde son sang-froid. Il se tourna vers l'homme qui avait fait la remarque et lui dit calmement : « Je ne suis pas un mendiant, monsieur, je suis mécanicien et j'ai autant le droit d'être ici que vous. Je suis mécanicien et j'ai autant le droit d'être ici que vous. » La déclaration de Laurent a provoqué une nouvelle vague de chuchotements et de rires parmi les personnes présentes. Une jeune femme, une coupe de champagne à la main, commente à son ami : « Un mécanicien chez Cartier ? Quelle blague ! Il s'est probablement trompé d'endroit en cherchant des pièces détachées. » Laurent ignore les commentaires désobligeants et se dirige vers l'une des vitrines. Il sentait les regards méprisants lui brûler le dos, mais il refusait de se laisser intimider. Après tout, il avait une raison d'être là, et il ne laisserait pas le jugement des autres l'empêcher de mener à bien sa mission. Alors qu'il examine les bijoux exposés, Laurent entend une voix forte derrière lui : « Sécurité. Où est la sécurité ? Nous ne pouvons pas avoir ce genre de personne ici. C'est absurde. » Laurent se retourne lentement, face à la femme qui a fait la remarque. Elle recula d'un pas, visiblement mal à l'aise devant le regard ferme et digne du mécanicien. Pendant un moment, le silence régna dans la boutique, rompu seulement par le doux tintement des bijoux manipulés par quelques clients nerveux. C'est alors que Laurent remarqua un mouvement au fond de la boutique. Un homme grand et bien habillé sortait d'une porte portant l'inscription « Réservé aux employés ». Sa démarche était déterminée et son visage affichait une expression d'irritation à peine contenue. Laurent sait que les choses vont devenir encore plus intéressantes. L'homme qui est sorti par la porte arrière est François, le directeur de Cartier. Son costume gris impeccable et sa posture rigide respirent l'autorité. Il traversa la boutique d'un pas ferme, les yeux fixés sur Laurent. « Monsieur », commença François, la voix aussi froide et tranchante que la glace, « je dois vous demander de partir immédiatement. Nous sommes dans une haute joaillerie, pas dans un atelier de mécanique. » Laurent se tourne calmement vers François. Leurs regards se croisent, et pendant un instant, le silence dans la boutique est absolu. Toutes les personnes présentes observent la scène, attendant anxieusement le dénouement. « Bonjour, monsieur », répond Laurent avec une tranquillité surprenante. « Je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que je suis ici en tant que client. J'aimerais voir la bague la plus chère de la boutique, s'il vous plaît. » François cligna des yeux,
momentanément déconcerté par cette réponse inattendue. Il regarda Laurent de haut en bas, ses yeux s'attardant sur les taches d'huile et les vêtements délabrés. « Monsieur, » dit François en reprenant son calme, « je crains qu'il n'y ait un malentendu. Nos pièces sont extrêmement précieuses. » Laurent l'interrompt doucement. « J'en suis conscient. C'est pourquoi je suis ici. J'insiste pour voir la bague la plus chère que vous ayez. » Un murmure parcourt la boutique. Les clients échangent des regards incrédules, certains rient ouvertement de l'audace du mécanicien. François semble se débattre intérieurement, tiraillé entre son devoir professionnel et son envie évidente de mettre Laurent à la porte. « Très bien », finit par lâcher François, un sourire dédaigneux se dessinant sur ses lèvres. « Si vous insistez, je vous montrerai. Mais je dois vous avertir que le prix est bien au-delà de ce qu'un mécanicien peut se permettre. » Laurent acquiesça, ignorant la provocation. « Je vous remercie. Je me réjouis de vous revoir. » François fait un signe à l'un des employés, qui se rend rapidement dans un coffre-fort au fond du magasin. Dans l'attente, le gérant ne peut contenir son dédain. « Vous savez, monsieur, dit-il, la voix chargée de sarcasme, nous réservons généralement ce genre de service aux clients réguliers. Des gens qui peuvent vraiment apprécier la valeur de nos pièces. » Laurent reste calme, ses yeux parcourant la boutique. « Et comment déterminez-vous qui peut apprécier la valeur d'un bijou, monsieur ? Par les vêtements que vous portez ? Pour la voiture que tu conduis ? » François rit, d'un rire froid et sans humour. « Parmi d'autres choses, oui. L'apparence en dit long sur une personne, vous ne trouvez pas ? » Avant que Laurent ne puisse répondre, l'employé revint avec une petite boîte de velours noir. François le prit avec respect et l'ouvrit devant Laurent. « La voici, monsieur, » annonça-t-il avec un grand éclat, « la bague la plus chère et la plus exclusive de notre collection. Un diamant rose de 5 carats, taillé en une seule pièce, serti dans du platine et entouré de petits diamants blancs. Son prix ? Seulement 2,5 millions d'euros. » Un silence stupéfait s'abat sur la boutique. Tous les yeux étaient fixés sur la bague éblouissante qui brillait sous les lumières de la vitrine. Laurent se pencha pour examiner le bijou de plus près, ses yeux exercés étudiant chaque détail avec attention. « Magnifique », murmura-t-il, réellement impressionné. « La coupe est vraiment exceptionnelle. Et la couleur, extraordinaire. » François semble momentanément surpris par les connaissances de Laurent, puis reprend sa posture arrogante. « Oui, bon, » dit-il en refermant la boîte d'un coup sec, « c'est une pièce pour connaisseurs. Maintenant que vous l'avez vue, il est peut-être temps de chercher quelque chose de plus, adapté à votre budget. Nous avons quelques pièces d'argent dans la vitrine près de la sortie. » Des rires étouffés résonnent dans la boutique. Laurent, lui, garde sa dignité. Il regarde François droit dans les yeux, son visage est un masque de calme. « Merci de votre attention, monsieur, » dit Laurent. « Je vais réfléchir à ma décision. » À ce moment-là, un bruit de verre brisé retentit dans la boutique, et tout le monde se tourne vers l'entrée. Ce que Laurent voit lui fait mal au cœur. 3 hommes masqués et armés se sont introduits dans la bijouterie Cartier. Le bruit du verre qui se brise résonne dans la bijouterie Cartier, suivi des cris de panique des clients et du personnel. Les 3 hommes masqués, entièrement vêtus de noir, avancent rapidement dans la boutique, leurs armes pointées de manière menaçante sur toutes les personnes présentes. « Tout le monde à terre, maintenant !» cria le chef des voleurs, sa voix rauque se répercutant sur les murs de marbre. Le chaos s'installe instantanément. Les clients se jettent sur le sol, les femmes crient comme des hystériques et le personnel, paralysé par la peur, a du mal à bouger. François, le directeur arrogant, est pâle comme la cire, les yeux écarquillés de terreur. Laurent, quant à lui, reste étonnamment calme. Il s'abaisse lentement vers le sol, ses yeux vigilants observant les moindres mouvements des assaillants. Des années d'expérience lui ont appris que la situation était extrêmement volatile. L'un des voleurs a crié « Toi !» en pointant du doigt un agent de sécurité qui attrapait discrètement sa radio. « N'y pense même pas. Mettez vos mains en évidence. » L'agent de sécurité s'est figé et a levé les mains en tremblant. L'agresseur s'est approché, a pris la radio et le pistolet de l'homme et les a jetés au loin. Pendant ce temps, le chef du groupe se tourne vers François, qui tient toujours la boîte contenant la bague en diamant rose.
Ouvrez tous les coffres, maintenant, ordonne-t-il en appuyant le canon de l'arme sur le front du gérant. Et ne pensez même pas à déclencher des alarmes silencieuses, ou je redécore ce beau magasin avec vos cerveaux. François balbutia une réponse affirmative, ses mains tremblant violemment en essayant de guider les voleurs vers les coffres. Laurent observait tout cela avec attention, son esprit travaillant rapidement pour évaluer la situation. C'est à ce moment que Laurent entendit les commentaires chuchotés autour de lui. Une femme élégante, maintenant accroupie sur le sol, son collier de perles serré entre ses doigts, murmurait à son ami, « Je parie que c'est ce sale mécanicien qui a attiré ces criminels ici. C'est sûrement leur complice. » « Tu as raison, » répond son ami en jetant un regard à Laurent, « quelle personne décente entrerait dans une bijouterie de luxe comme celle-là ? Il a dû donner le signal au voleur. » Laurent ressentit un pincement au cœur face à ces accusations injustes, mais garda une expression neutre. Il savait que les préjugés étaient un ennemi tout aussi dangereux que les hommes armés qui fouillaient maintenant la boutique. Le troisième voleur commence à récupérer les bijoux dans les vitrines et les jette dans un grand sac noir. Le bruit du verre qui se brise et du métal qui s'entrechoque emplit l'air, se mêlant aux sanglots étouffés des otages terrifiés. « Plus vite !» crie le chef à François, qui s'efforce d'ouvrir l'un des coffres de ses mains tremblantes. « On n'a pas toute la journée ?» Laurent remarqua que l'agresseur le plus proche de lui devenait de plus en plus nerveux. Son doigt tremblait sur la gâchette de son arme, et ses yeux qui se baladaient d'un côté à l'autre révélaient son état d'agitation grandissant. « Et, toi !» s'écrie soudain l'agresseur nerveux en pointant Laurent du doigt. « Qu'est-ce que tu caches ?» Laurent lève lentement les mains, tout en maintenant le contact visuel avec le criminel. « Je ne cache rien, » répond-il d'une voix ferme et calme. « J'essaie juste de ne pas aggraver la situation. » L'agresseur s'approche, son arme pointée directement sur la poitrine de Laurent. « Lève-toi. Voyons ce qu'il y a dans tes poches. » Laurent obéit calmement, se levant avec des mouvements lents et délibérés. Le voleur commença à le fouiller brutalement, poussant un juron lorsqu'il ne trouva qu'un portefeuille usé et quelques outils de mécanicien. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» grogne-t-il en brandissant une clé à molette. « Tu comptais t'en servir comme d'une arme ? » « Ce n'est qu'un outil, » explique patiemment Laurent. « Je suis mécanicien, tu te souviens ?» Le voleur regarda les vêtements tachés d'huile de Laurent, puis son visage calme. L'espace d'un instant, la confusion a remplacé l'agressivité dans ses yeux. À ce moment critique, un cri aigu a traversé l'air. L'une des clientes, incapable de contenir plus longtemps sa panique, était devenue hystérique. L'agresseur qui tenait Laurent se tourna brusquement vers le bruit, momentanément distrait. C'est au cours de cette brève seconde de distraction que Laurent réalisa sa chance. Avec une rapidité et une précision surprenantes pour un homme de son âge et de son apparence, il saisit le poignet du voleur et le tordit violemment. L'arme tomba au sol dans un bruit sourd. Le chaos qui s'ensuivit fut instantané et assourdissant. Le bruit de l'arme tombant sur le sol de marbre de quartier semble se répercuter pendant une éternité. L'espace d'un instant, le temps semble se figer. Tous les regards se tournent vers Laurent et l'assaillant désarmé, l'incrédulité se lit sur les visages. Laurent, profitant de l'effet de surprise, agit avec une agilité surprenante. D'un seul geste fluide, il tordit le bras du voleur dans son dos, l'immobilisant ainsi. Le criminel pousse un cri de douleur et de surprise, se débattant en vain contre la poigne du mécanicien. « Lâchez-le maintenant, ou tout le monde meurt ici !» hurle le chef des voleurs en pointant son arme directement sur la tête de François, qui pâlit encore plus. Laurent, lui, reste calme. Ses yeux parcourent rapidement la pièce, évaluant la situation. Le troisième assaillant, pris par surprise, avait momentanément baissé sa garde, son arme pointée vers le sol, fixant avec confusion son compagnon capturé. « Réfléchissez, » dit Laurent d'une voix étonnamment autoritaire. « Vous avez des otages, mais maintenant j'ai l'un d'entre vous. Parlons-en de manière civilisée. » Le chef des voleurs rit, d'un rire froid et sans humour. « Parler ? Tu te crois en position de négocier, mon vieux ? » Tout en parlant, le chef fit un geste subtil vers le troisième assaillant, qui commença à s'avancer lentement vers Laurent. Mais Laurent vit le mouvement du coin de l'œil. Avec une vitesse impressionnante, Laurent poussa l'assaillant qu'il tenait vers celui qui s'approchait. Les deux se heurtèrent violemment,
tombant au sol dans un désordre de bras et de jambes. Profitant de la confusion, Laurent plongea, roula sur le sol et saisit l'arme tombée à terre. Se mettant en position de tir, Laurent pointa l'arme sur le chef des assaillants. « Maintenant, nous sommes sur un pied d'égalité », dit-il d'une voix ferme et maîtrisée. Le chef des voleurs hésita, visiblement surpris par la tournure des événements. Son regard oscille entre Laurent et ses deux camarades tombés au combat, qui se relèvent péniblement. « Qui diable es-tu » demanda le chef, la confusion se faisant sentir dans sa voix. Laurent esquisse un petit sourire. « Juste un mécanicien qui n'aime pas voir des innocents menacés. » À ce moment-là, les deux assaillants tombés à terre parviennent enfin à se relever. L'un d'eux récupère rapidement son arme et la pointe sur Laurent. La tension dans la salle est palpable. Les clients et le personnel, toujours accroupis sur le sol, observent la scène avec un mélange de crainte et d'admiration. François, le gérant, semble en état de choc, ses yeux écarquillés fixés sur Laurent. « Vous avez encore une chance de vous en sortir », dit Laurent calmement, sans quitter des yeux le chef des voleurs. « Déposez vos armes et rendez-vous. La police est sûrement en route. » Comme pour confirmer ses dires, le son lointain des sirènes commença à résonner à l'extérieur. La panique s'installe dans les yeux des voleurs. « Ils bluffent », s'écrie l'un d'eux. « Achevons-le et sortons d'ici. » Le chef, quant à lui, semblait réévaluer la situation. Ses yeux se rétrécirent et il étudia Laurent de plus près. « Vous n'êtes pas qu'un simple mécanicien, n'est-ce pas » demanda-t-il, un ton de respect réticent dans la voix. Laurent ne répondit pas, gardant sa posture ferme et son arme dégainée. Le bruit des sirènes s'amplifiait. Le temps presse pour les voleurs. « Patron, il faut y aller !» cria l'un des autres braqueurs, la panique se faisant sentir dans sa voix. Le chef regarde à nouveau Laurent, puis François, qui a toujours un pistolet pointé sur sa tête. Pendant un instant, il semble qu'il va appuyer sur la gâchette. C'est à cet instant critique que Laurent fait son geste le plus audacieux. « Police de Paris », crie-t-il avec autorité. « Déposez vos armes et mettez-vous à terre, les mains sur la tête. » La réaction est instantanée. L'assaillant le plus nerveux jeta son arme et roula sur le ventre, ses mains tremblant lorsqu'il les plaça derrière sa tête. L'autre hésita, regardant son chef pour le guider. Le chef des pillards, lui, gardait les yeux fixés sur Laurent. Pendant un moment de tension, les deux hommes se fixèrent l'un l'autre, dans un combat silencieux de volonté. Puis, lentement, le chef abaisse son arme. Le chef des voleurs baissa son arme, mais ne la lâcha pas complètement. Ses yeux, froids et calculateurs, ne quittent pas ceux de Laurent. D'un geste rapide et inattendu, il saisit François par le col, le rapproche et appuie le canon de l'arme sur sa tempe. « Joli bluff, flic », ricane le chef en soulignant le dernier mot avec sarcasme. « Mais maintenant, c'est à moi de négocier. Vous allez nous laisser sortir d'ici, ou le directeur va avoir besoin d'un nettoyage de cerveau. » François émit un gémissement étouffé, son visage était un masque de pure terreur. La sueur dégoulinait sur son front et ses yeux imploraient silencieusement l'aide de Laurent. Laurent gardait son calme, son arme toujours pointée sur le chef des voleurs. Son esprit travaillait rapidement, évaluant tous les moyens possibles de se sortir de cette situation dangereuse. « Parlons-en », dit Laurent, d'une voix étonnamment calme. « Il n'y a pas besoin de plus de violence. Vous êtes assez intelligent pour savoir que tuer un otage ne ferait qu'aggraver votre situation. » Le chef des voleurs rit amèrement. « Et qu'est-ce que tu sais de ma situation, hein ? Tu n'es qu'un vieux mécanicien qui joue les héros. » Laurent fait un petit sourire. « Peut-être. Ou peut-être que je suis plus qu'il n'y paraît. En tout cas, je suis prêt à écouter ce que vous avez à dire. » Cette réponse semble intriguer le voleur. Il plissa les yeux, étudiant Laurent de plus près. « Très bien, dit-il enfin. Voici le marché, vous nous laissez partir avec les bijoux que nous avons déjà pris, et personne n'est blessé. C'est aussi simple que cela. » Laurent acquiesça lentement, comme s'il réfléchissait à la proposition. « Et le gérant ? Il vient avec nous comme garantie. Nous le libérerons quand nous serons en sécurité. » Laurent fait mine de réfléchir un instant, puis dit « J'ai une contre-proposition. Vous laissez partir le gérant maintenant,
et je vous garantis personnellement que vous et vos hommes sortirez d'ici sains et saufs. Le chef des voleurs rit. Et pourquoi vous ferais-je confiance? Parce que je comprends votre situation mieux que vous ne le pensez, répondit Laurent, son ton changeant subtilement. Vous n'êtes pas un meurtrier. Vous êtes un voleur habile qui s'est fait piéger. En tuant le gérant, vous franchiriez une ligne sans retour. Quelque chose dans la voix de Laurent fit hésiter le chef des voleurs. Il y avait dans ses paroles une connaissance, une compréhension qui allait au-delà de ce que l'on pouvait attendre d'un simple mécanicien. « Qui êtes-vous vraiment » demanda l'agresseur, la curiosité l'emportant momentanément sur l'agressivité. Laurent s'avança, baissant légèrement son arme en signe de bonne foi. « Quelqu'un qui a été de l'autre côté de la loi et qui comprend ce que vous vivez. Croyez-moi, il y a une meilleure façon de sortir de cette situation. » Le chef des voleurs sembla réfléchir aux paroles de Laurent. Son emprise sur François se desserra légèrement. « Comment puis-je être sûr que tu ne me trompes pas » demanda-t-il, la méfiance toujours présente dans sa voix. Laurent sourit. « Vous ne pouvez pas. Mais pensez si j'étais vraiment un policier, j'aurais appelé des renforts depuis longtemps. Le fait que nous soyons ici, à discuter, montre que je suis prêt à trouver une solution pacifique. » Le voleur regarda autour de lui, remarquant pour la première fois qu'aucun policier n'avait fait irruption dans la boutique. Les sirènes qu'ils avaient entendues plus tôt semblaient s'être éloignées. Lentement, très lentement, il commença à éloigner l'arme de la tête de François. « Et comment comptes-tu t'y prendre pour résoudre ce problème » demanda-t-il, sa voix ressemblant plus à un murmure qu'à une menace. Laurent fit un nouveau pas en avant, sa voix prenant un ton presque paternel. « D'abord, on se calme. Laissez partir le directeur et nous parlerons comme des gens civilisés. Je vous promets de faire de mon mieux pour que vous et vos hommes sortiez d'ici sains et saufs. » Pendant un moment de tension, le chef des voleurs sembla se débattre intérieurement. Ses yeux allaient de Laurent à François, à ses camarades toujours étendus sur le sol, et revenaient à Laurent. Finalement, avec un profond soupir, il repoussa François et baissa complètement son arme. « J'espère que tu sais ce que tu fais, mon vieux, » dit-il avec un mélange de résignation et de respect dans la voix. Laurent acquiesce gravement. « Croyez-moi, je sais exactement ce que je fais. » La situation étant momentanément sous contrôle, Laurent prend rapidement les choses en main. Il agit avec une autorité surprenante, sa posture et sa voix témoignant d'années d'expérience dans la gestion des crises. « Bon, faisons les choses correctement » annonce Laurent, dont la voix résonne dans la bijouterie silencieuse. « Tout d'abord, j'ai besoin que tout le monde reste calme. La police est certainement en route, et nous devons nous assurer que personne ne sera blessé à son arrivée. » Il se tourna vers François, qui tremblait encore visiblement après son expérience d'otage. « Monsieur, j'ai besoin que vous alliez à l'entrée du magasin et que vous fassiez signe à la police que la situation est sous contrôle. Dites-leur de ne pas entrer par effraction, mais d'envoyer un négociateur. » François hésita un instant, regardant Laurent puis les voleurs d'un air incertain. Laurent lui posa une main rassurante sur l'épaule. « C'est bon. Je vais m'assurer que tu es en sécurité. » François acquiesce nerveusement et se dirige vers l'entrée du magasin, les jambes encore tremblantes. Laurent se tourne alors vers les voleurs. « Quant à vous, il faut que vous vous asseyiez dans le coin, là où je vous vois bien. Gardez vos mains bien en vue. » Étonnamment, les assaillants obéissent sans protester et se dirigent lentement vers l'endroit indiqué. Le chef, lui, gardait les yeux fixés sur Laurent, un mélange de curiosité et de respect dans le regard. « Maintenant, » poursuit Laurent en s'adressant aux clients et aux employés toujours accroupis sur le sol, « je veux que vous vous déplaciez tous calmement de l'autre côté du magasin. Restez calmes et restez groupés. » Tandis que les gens obéissaient, des murmures de confusion et de peur emplissaient l'air. Laurent entend des bribes de conversation. « Qui est cet homme ? Comment un mécanicien peut-il savoir comment gérer une telle situation ? C'est vraiment la police ? » Ignorant les commentaires, Laurent se concentra sur la tâche à accomplir. Il s'approcha de l'entrée, où François faisait signe aux policiers à l'extérieur. « Comment ça se passe à l'extérieur » demande Laurent. François, toujours pâle, répondit, « Il demande à parler à celui qui est responsable ici. » Laurent acquiesce. « C'est bien.
Dis-leur que je reprends les négociations et que je leur transmettrai bientôt nos revendications. François regarde Laurent avec un mélange de crainte et d'admiration. Qui êtes-vous vraiment, monsieur ? Laurent fait un petit sourire. Ce n'est pas le moment de poser ce genre de questions. Faites-moi confiance, je suis là pour vous aider. Reportant son attention sur la boutique, Laurent remarqua que le chef des voleurs l'observait attentivement. Tu sais vraiment ce que tu fais, n'est-ce pas ? Demanda le chef, sa voix mêlant admiration et suspicion. Laurent s'approche de lui et parle à voix basse pour que seul le chef puisse l'entendre. J'ai connu des situations bien pires que celle-ci. Croyez-moi, je sais exactement comment traiter avec la police. Le chef des voleurs fronce les sourcils. Pourquoi nous aidez-vous ? Vous pourriez tout simplement nous abandonner. Laurent regarde l'homme dans les yeux, parce que je crois que tout le monde a droit à une seconde chance. Y compris vous. À ce moment-là, le son d'un mégaphone retentit à l'extérieur de la boutique. Ici le capitaine Dubois de la police de Paris. Nous sommes prêts à négocier. Faites-nous part de vos demandes. Laurent se redressa, adoptant une posture de commandement. Il s'adresse à François. Dites-leur que nous avons besoin d'un véhicule intraçable et d'un passage sûr vers l'aéroport, en échange de quoi nous libérerons tous les otages sains et saufs. En échange, nous libérerons tous les otages sains et saufs. François regarde Laurent avec stupeur. Mais c'est ce que veulent les criminels. Laurent pose une main sur l'épaule de François, fais-moi confiance. Parfois, il faut faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Pendant que François transmet le message à la police, Laurent se tourne vers les voleurs. Vous aurez l'occasion de sortir d'ici. Mais quand nous serons à l'aéroport, vous vous rendrez pacifiquement. C'est compris ? Le chef des voleurs étudia Laurent un long moment avant de hocher lentement la tête. C'est compris. Laurent s'adresse alors aux otages. Mesdames et messieurs, je vous demande de rester calmes. La situation sera bientôt réglée et vous pourrez tous rentrer chez vous en toute sécurité. Alors que la tension dans la boutique commençait à retomber, Laurent ne put s'empêcher de remarquer les regards d'admiration et de respect qu'il recevait maintenant de toutes les personnes présentes, y compris François et les voleurs. Le mécanicien minable qui était entré dans la boutique il y a quelques heures s'était transformé en un héros improbable, maîtrisant la situation avec une habileté que personne n'aurait pu prédire. Les heures qui ont suivi ont été tendues, mais Laurent a gardé le contrôle de la situation avec un calme surprenant. Sur ses instructions, la police fournit un véhicule intraçable et les braqueurs, accompagnés de Laurent, quittent la bijouterie Cartier sous les regards étonnés des otages libérés et de la police. À l'aéroport, comme convenu, les braqueurs se sont rendus pacifiquement. Laurent les a regardés se faire emmener par la police, un air compréhensif sur son visage ridé. Lorsque le dernier d'entre eux l'a dépassé, le chef s'est arrêté brièvement. « Merci », marmonna-t-il, avant de se laisser entraîner. Laurent se contente d'acquiescer, un petit sourire aux lèvres. Quelques minutes plus tard, Laurent se retrouve entouré de policiers, de journalistes et de curieux. Le capitaine Dubois, un homme robuste à la moustache imposante, s'approche de lui avec une expression mêlée d'admiration et de confusion. « Monsieur », commença-t-il, « je dois admettre que je suis impressionné par votre performance. Mais je dois vous demander, qui êtes-vous vraiment ? » Laurent regarda autour de lui, remarquant que tous les regards étaient fixés sur lui, attendant anxieusement sa réponse. Il aperçoit dans la foule François, le directeur de quartier, dont le visage est empreint d'un mélange de curiosité et de gêne. Avec un profond soupir, Laurent révèle enfin sa véritable identité, « Je m'appelle Laurent Girard. J'ai été inspecteur à la police de Paris pendant 30 ans, spécialisé dans les négociations d'otages et les crimes de haut vol. » Un murmure de surprise parcourt la foule. Le capitaine Dubois écarquille les yeux en signe de reconnaissance. « Laurent Girard ? Le négociateur légendaire qui a réglé l'affaire du diamant de Bourbon en 2005 ? Je croyais que vous aviez pris votre retraite. » Laurent sourit. « Et j'ai pris ma retraite, capitaine. Il y a 5 ans, pour être exact. Mais les vêtements, les taches d'huile. » François balbutie en faisant un pas en avant. Laurent se tourne vers lui, son sourire s'élargit. « Ah, ça. Eh bien, après avoir pris ma retraite,
j'ai décidé de suivre mon autre passion, la mécanique. J'ai ouvert un petit atelier dans le 18e arrondissement. C'est un travail honnête qui m'occupe. Cette révélation a suscité une vive émotion parmi les personnes présentes. Les journalistes se pressent autour d'elle et s'empressent de lui poser des questions. Pourquoi êtes-vous venu chez Cartier aujourd'hui? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été victime de discrimination de la part du personnel et des clients? Envisagez-vous de reprendre le travail après cet incident? Laurent lève les mains pour demander le silence. Lorsque l'agitation s'est calmée, il a pris la parole. Je suis entré chez Cartier aujourd'hui pour acheter un cadeau d'anniversaire à ma femme. Je ne m'attendais pas à être impliqué dans une prise d'otage, mais quand c'est arrivé, mon instinct de policier a pris le dessus. Il a fait une pause, ses yeux rencontrant ceux de François. Il marqua une pause, son regard rencontrant celui de François. Quant au traitement que j'ai reçu, eh bien, ce fut une bonne leçon pour nous tous de ne pas juger les gens sur leur apparence. François baisse le regard, visiblement gêné. Et non, poursuit Laurent, je n'ai pas l'intention de me reconvertir. Je suis heureux dans ma vie de mécanicien. Cet incident est l'exception, pas la règle. Le capitaine Dubois pose une main sur l'épaule de Laurent. Monsieur Girard, au nom de la police de Paris, je tiens à vous exprimer notre gratitude pour votre intervention aujourd'hui. Vous avez sauvé des vies et résolu une situation potentiellement désastreuse. Laurent acquiesce modestement. J'ai simplement fait ce que tout citoyen responsable aurait fait, capitaine. Alors que la foule continuait d'absorber cette surprenante révélation, Laurent remarqua une lueur familière dans les yeux de certains des plus jeunes officiers. Il reconnaît ce regard, c'est le même que celui qu'il avait lorsqu'il était un bleu, écoutant les histoires des détectives légendaires. Avec un doux sourire, il s'est adressé à eux. Souvenez-vous, jeunes gens, que la véritable force d'un policier ne réside pas dans son arme ou son insigne, mais dans sa capacité à comprendre les gens et à entrer en contact avec eux. Qu'il s'agisse d'un criminel ou d'un civil, tout le monde a une histoire. Notre travail consiste à écouter ces histoires et à trouver des solutions pacifiques dans la mesure du possible. Les paroles de Laurent ont été accueillies par des hochements de tête respectueux et des regards admiratifs. Même après des années de retraite, il avait encore le pouvoir d'inspirer et d'éduquer. Alors que l'agitation commençait à s'estomper et que les gens se dispersaient lentement, Laurent s'est mis à penser à son atelier de mécanique. Une voiture l'attend, avec un carburateur à régler. Avec un dernier salut à la foule, Laurent Girard, le légendaire détective devenu humble mécanicien, se dirige vers le parking, impatient de retrouver sa nouvelle vie, une vie qu'il a choisie et qui le rend vraiment heureux.